Lina se tenait immobile devant le miroir, contemplant le reflet de celle qu'elle était devenue, une ombre d'elle-même. Son visage portait encore les traces bleuâtres des coups, autant de souvenirs douloureux des accès de violence de son mari, Victor. Une larme silencieuse glissa le long de sa joue. « Maman, tu pleures ?» demanda timidement Zoé, leur fille unique, debout dans l'encadrement de la porte. Ses grands yeux sombres trahissaient l'inquiétude qui lui serrait le cœur. Pris de court, Lina essuya précipitamment ses larmes et tenta un sourire fragile, un sourire sans vie. « Non, ma chérie, » répondit-elle dans un souffle. « Maman est juste un peu fatiguée. » Mais Zoé n'était pas dupe. À 6 ans, elle connaissait déjà ce regard triste que sa mère portait trop souvent. Elle connaissait aussi ses sursauts nerveux au moindre bruit, ses foulards portés même quand il faisait chaud, ses manches longues qui cachaient la vérité. Zoé s'avança doucement et leva ses petites mains vers la joue de sa mère, effleurant la marque sombre. « C'est encore papa qui t'a fait ça. »« Maman, pourquoi tu restes ? Papa est méchant avec toi. » Le cœur de Lina se serra si fort qu'elle en eut le souffle coupé. Une fois de plus, elle se surprit à mentir à sa propre fille, cherchant encore à la préserver de l'horreur de leur quotidien. « Je te l'ai déjà expliqué, Zoé, » murmura-t-elle, la gorge nouée. « Quand papa et moi parlons fort, tu dois aller dans ta chambre et fermer à clé, jusqu'à ce que je vienne te chercher. Papa n'est pas méchant. Il changera, j'en suis sûre. Mais moi j'ai peur. » Avoua la petite d'une voix tremblante. Lina se mit à genoux pour être à hauteur de sa fille et prit tendrement son visage entre ses mains. « Quoi qu'il arrive, ma chérie, je t'aime, et je serai toujours là pour toi, toujours. Tu me crois ?» Zoé hocha lentement la tête, même si 1000 questions se bousculaient encore dans son esprit. Mais avant qu'elle ne puisse parler, un bruit sourd de pas résonna dans le couloir. L'atmosphère de la pièce se figea. Lina sentit ce changement brutal dans l'air, et Zoé aussi. Victor était réveillé. Et Victor détestait se réveiller seul. En un éclair, Lina se releva, entraînant doucement Zoé vers la porte. « File vite dans ta chambre, maintenant, » murmura-t-elle, d'une voix ferme. Zoé hésita un instant, le regard rempli de peur, puis obéit. Elle disparut dans le couloir, juste au moment où la porte s'ouvrit brusquement. Victor était là. Massif. Son regard était vide, mais chargé d'une colère sourde. Sa simple présence remplissait la pièce comme une menace. « Qu'est-ce que tu fiches encore ?» grogna-t-il d'une voix pâteuse, alourdie par le sommeil et l'agacement. Emma baissa les yeux. « C'est rien, je... » Elle n'eut pas le temps d'achever sa phrase. La gifle arriva fort. Sa joue heurta le coin de la commode et elle s'écroula au sol, un cri étouffé lui échappant. Noah, son mari, expira comme si ce geste le fatiguait plus qu'il ne l'atteignait. « Ne me mets pas en retard pour le boulot, Emma, » marmonna-t-il en s'éloignant. Quelques minutes plus tard, elle entendit la porte d'entrée claquer. Il était parti. Emma resta prostrée au sol, la joue brûlante, le cœur battant la chamade. Ses jambes tremblaient. Difficilement, elle se releva et se traîna jusqu'à la cuisine. Machinalement, elle prépara le petit déjeuner. Des crêpes, un thé tiède, rien de plus. Quand elle revint, Noah était déjà attablé, mastiquant sans un mot. L'atmosphère était lourde, suffocante. Il termina son repas, attrapa son sac et quitta la maison. Pas un regard. Pas un merci. Emma soupira de soulagement à peine perceptible. Elle aida ensuite Mila, leur fille, à se préparer pour l'école. L'enfant monta dans le bus jaune au coin de la rue, jetant un dernier regard à sa mère, inquiète mais silencieuse. Emma resta là, figée sur le trottoir. Elle voulait plus pour sa fille. Une vie meilleure. Une vie loin de tout ça. De retour à l'intérieur, la maison semblait immense, vide, glaciale. Elle était autrefois pleine de rires et de projets. Aujourd'hui, elle n'était plus que le théâtre silencieux de sa douleur. Avant Noah, Emma était une femme accomplie. Diplômée, indépendante, elle construisait sa carrière dans la finance. Elle avait ses rêves. Sa liberté. Puis, il y avait eu cette rencontre. Noah, cet homme charismatique vivant à Silver Grove, une ville à des kilomètres de là. La relation à distance avait masqué ses défauts. Quand il avait demandé en mariage après quelques mois, Emma avait dit oui, aveuglée par l'amour. Tout avait basculé quand elle était tombée enceinte de Mila. C'est ce soir-là, après la fête organisée par Noah pour annoncer la bonne nouvelle, que le cauchemar avait commencé. « Tu vas arrêter de bosser, Emma » avait-il dit calmement. Au début, elle avait cru à de la sollicitude. C'est pour t'éviter le stress, pour le bébé. Elle avait ri, touchée par ce qu'elle croyait être de l'attention. Mais ces mots étaient devenus tranchants. « Je suis ton mari.
Tu n'as plus besoin de travailler. C'est moi qui décide maintenant. Et quand elle avait refusé, la première gifle était partie. Sèche. Violente. Incomprehensible. Elle avait cru rêver, figée, incapable d'y croire. Mais c'était bien réel. Ce fut le début de l'enfer. Avec le temps, les violences s'étaient multipliées, gifles, insultes, menaces. Puis la ceinture. Puis le thé brûlant. Chaque jour devenait une épreuve. Pourtant, Emma restait. Par amour. Par peur. Par espoir que l'homme dont elle était tombée amoureuse ressurgisse. Mais il ne revenait jamais. Le point de rupture arriva le jour où Emma commit une simple erreur, oubliait de repasser la chemise de Noah. Incapable de faire quoi que ce soit correctement, avait-il hurlé. Le coup de pied qu'elle reçut au ventre la projeta contre le sol. Et là, Mila était arrivée. La petite s'était interposée. Arrête, papa. Ne frappe pas maman. Noah ne s'était même pas arrêté. La ceinture s'abattit. Elle toucha Mila. Un cri. Un hurlement. Emma avait senti son cœur se déchirer. Ce fut le déclic. Plus rien ne comptait que Mila. Plus de compromis. Plus d'espoir futile. Elle devait fuir. Dès que Noah partit travailler, Emma attrapa un vieux sac. Quelques vêtements. L'argent oublié par Noah dans un tiroir. Mila à ses côtés, la petite tremblante mais déterminée. On part, maman, murmura-t-elle. Emma la serra contre elle. Oui. Cette fois, on part pour de bon. Elles marchèrent sous le soleil brûlant jusqu'au terminal de bus. Après plusieurs heures de route, elles arrivèrent dans une petite ville du Nord, là où vivait le père d'Emma. Son visage buriné par les années s'était figé à la vue de leur état. Mon Dieu! Emma. Murmura-t-il. Cette nuit-là, Emma dormit avec Mila, blottie contre elle. Pas de cris. Pas de coups. Juste le silence. Juste, la paix. Quand Noah rentra à la maison ce soir-là, il ne remarqua même pas l'absence immédiatement. Il s'écroula dans le lit. Le lendemain matin, tout était silencieux. Pas d'enfant. Pas d'odeur de petit déjeuner. Pas de bruit. Il fouilla partout. Les vêtements d'Emma, les affaires de Mila, disparus. Il ouvrit les tiroirs, paniqué. L'argent avait disparu. Elle était partie. Tu oses me quitter, Emma? Murmura-t-il, les poings serrés. Il traversa la maison en furie. Mais elle n'était plus là. Plus jamais. Et cette fois, Emma n'allait pas revenir. Noah s'était assuré que Lina n'ait ni travail, ni revenu, ni amis proches. Selon lui, elle n'avait nulle part où aller. Mais il avait eu tort. Il fouilla les armoires comme un fou, jetant les vêtements, cherchant une explication. Sa poitrine se serra, sa mâchoire se contracta, et dans un souffle rageur, il murmura « Tu crois pouvoir me quitter, Lina ?» Pour lui, ce n'était que le début. Il sortit de chez lui comme un prédateur blessé, arpentant le quartier, questionnant les voisins. Mais personne ne savait rien. C'était comme si Lina s'était évaporée, disparue de la surface de la terre. Noah n'avait jamais imaginé que cette femme qu'il croyait soumise et brisée oserait un jour s'enfuir. Il avait toujours cru qu'elle avait besoin de lui. Mais maintenant qu'elle n'était plus là, il comprit avec amertume à quel point c'était lui qui avait besoin d'elle. Personne pour préparer ses affaires. Personne pour supporter sa colère matinale. Personne pour faire le café, repasser ses chemises, absorber ses frustrations. Il tenta maladroitement de préparer son propre petit déjeuner. Les crêpes brûlèrent, le thé avait un goût infect. Furieux, il laissa tout tomber et partit prendre une douche, espérant que l'eau chaude l'apaise. Mais une pensée soudaine le frappa, le gaz. Ses yeux se posèrent sur l'horloge. 8h30. Sa réunion capitale était à 9h pile. Il jura, s'habilla à la va-vite et fonça au travail. Mais c'était déjà trop tard. Les investisseurs étaient partis. Son patron, furieux, le transperça du regard. Une seule chose à faire, Noah, une. Tu sais combien d'argent tu viens de nous faire perdre? Noah essaye de se justifier. Sa voix tremblait. Mais personne n'écoutait. Si ça se reproduit, tu es viré, le coupa son patron d'une voix glaciale. Et alors que Noah se tenait là, submergé de colère et de frustration, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Allô? Monsieur Noah? Votre maison est en feu. Le monde s'arrêta autour de lui. Quoi? Toute la villa est en flammes. Les pompiers sont là, mais c'est grave. Son esprit se mit à tourner. Le gaz. Il avait oublié de couper le gaz. Il chancela jusqu'à un fauteuil, le souffle court.
Tout ce qu'il possédait était en train de partir en fumée. Sa belle maison, ses biens, ses souvenirs, tout disparaissait dans les flammes. « Je dois partir », cria-t-il en se levant brusquement. Mais son patron le stoppa net. « Non, Noah. Pas cette fois. Tu es fini ici. » Travail perdu. Maison brûlée. En l'espace de quelques heures, Noah venait de perdre tout ce qu'il croyait acquis. Il prit sa voiture comme un fou furieux, serrant le volant si fort que ses jointures blanchirent. En approchant de Silver Grove, une épaisse fumée noire s'élevait encore à l'horizon. Il arriva juste à temps pour voir les pompiers éteindre les derniers vestiges de ce qui avait été sa villa. Les murs n'étaient plus que cendres et décombres. Toute sa rage se transforma en une haine glaciale. « C'est à cause d'elle, » murmura-t-il. « Si Lina n'était pas partie, rien de tout ça ne serait arrivé. Elle a ruiné ma vie. » Aveuglé par la colère, il monta dans sa voiture, prêt à réserver un hôtel, prêt à se venger, prêt à retrouver Lina. Jusqu'à ce que, sans prévenir, un semi-remorque surgisse sur le côté. Le choc fut violent. L'acier contre la chair. Le bruit assourdissant de l'impact. Puis, le noir complet. Quand Noah rouvrit les yeux, il était allongé dans un lit d'hôpital. Le plafond blanc, les tubes, les machines. Son corps ne lui répondait plus. Un médecin se pencha au-dessus de lui, le visage grave. « Vous ne remarcherez plus jamais. » Noah refusa d'y croire. Il tenta de bouger, de se débattre, mais il n'était plus qu'une coquille vide. L'homme autrefois puissant, autoritaire, brutal, n'était plus qu'un corps brisé. Son argent s'épuisa rapidement, englouti par les opérations, les soins, les thérapies inutiles. Plus personne ne lui rendait visite. Ses anciens collègues l'ignoraient. Ses prétendus amis ne répondaient plus aux appels. Il était seul. Complètement seul. Et Lina, elle était libre. Libre de lui. Libre de la peur. Libre de recommencer une vie, loin, ailleurs. Noah, lui, était condamné à vivre chaque jour avec ses propres regrets. Prisonnier de son propre corps, esclave de ses choix passés, il comprenait enfin, trop tard, qu'il était l'artisan de sa propre chute.